Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Guy Vincent, Des substitutions comme principe de la pensée, 2011. Marco Belanger, Existe-t-il des dilemmes moraux insolubles ? 2011. Paul Haïm, Vivre et exister, 2011. Franck Jedrzejewski, Ontologie des catégories, 2011. Michel Fattal, Paroles et actes chez Héraclite. Sur les fondements théoriques de l'action morale, 2011. Nadia Bocara et Francesca Crisi, Émotion et philosophie. Des images du récit aux mots de la philosophie, 2011. Paul Dawalibi, L'identité abandonnée. Essai sur la phénoménologie de la souffrance, 2011. Firmin Marius Tombou, Jürgen Habermas et le défi intersubjectif de la philosophie. La crise de la métaphysique de la subjectivité dans la philosophie politique et la philosophie morale habermasienne, 2011. Firmin Marius Tombou, Jürgen Habermas et le tournant délibératif de la philosophie. La crise de la métaphysique de la subjectivité dans la philosophie politique et la philosophie morale habermasienne, 2011. Avertissement. Mon collègue et ami Miklos Veteux me persuade qu'une réédition de mon étude publiée par Pierre Segers en 1965, puis avec un chapitre de plus en 1967, peut avoir son utilité. Il s'agit d'une brève présentation, choix de texte et bibliographie que m'avait demandé André Robinet, directeur chez Pierre Segers de la collection Philosophes de tous les temps. Alors je l'ai retrouvé, je l'ai relu. Les contraintes du genre m'avaient mis au défi de discerner l'essentiel. Et je m'y suis tenu. Simone Weil, notamment dans l'enracinement et dans les lettres au père Perrin, demandait que sa parole soit entendue. J'y ai fait écho avec l'assentiment de sa mère, Madame Selma Weil, et j'ai dit « Celle-ci a quelque chose à dire, prêtez l'oreille, écoutez-la », prenant ainsi la relève d'Albert Camus. Ce n'est pas que je fusse d'accord avec tout ce qu'elle a écrit, mais sur l'essentiel elle avait élargi ma pensée, et je n'avais pas à faire état d'autre chose que ma soumission, épaulée par la sienne, à une vérité qui nous dépasse. Ainsi je ne change rien à mon témoignage. Je persiste et signe. François Etsy. Grenoble, septembre 2011. Ce livre est la réimpression d'un ouvrage paru en 1967. Il ignore, évidemment, la publication des œuvres complètes en cours chez Gallimard. Les références bibliographiques, inchangées, se rapportent aux premières éditions des œuvres de Simone Weil. 1. Le parti pris. On ne comprendra rien à Simone Weil si l'on ne réussit à saisir l'intention qui est la sienne. Cela revient en somme à déterminer à quel genre littéraire appartiennent ses écrits. On se demandera, comme on fait pour un écrivain biblique, s'il s'agit de livres doctrinaux, historiques, prophétiques, sapientiels. Veut-elle affirmer des vérités, lancer des avertissements ou des mots d'ordre, enseigner des voies de vie spirituelle ? La réponse n'est pas facile, car on trouve tout cela, des enseignements théoriques, des adjurations prophétiques, des analyses récurrentes qui interprètent et jugent le passé historique. Mais toujours elle reste fidèle à l'impérieuse maxime de Nietzsche, n'être jamais qu'affirmateur. Si elle entend fournir la preuve de ce qu'elle avance, elle ne plaide jamais. Elle ne se tient pas satisfaite d'avoir posé un problème, et par le travail de l'entendement, d'en avoir tiré la solution et la conclusion. Cette satisfaction intellectuelle, l'ai-je bien démontrée ? Comme la vedette au bas de l'escalier s'écrie « L'ai-je bien descendu ?» lui paraît une offense à la dignité de la pensée. Il lui paraît frivole,
indigne, presque indécent de se prévaloir d'une compétence intellectuelle pour l'employer à résoudre des problèmes arbitrairement choisis, le vrai mobile étant de faire briller le savoir-faire du penseur, au fond résolument indifférent à l'enjeu de la question, car il lui suffit de manifester à son propos sa capacité. Simone Veil n'a pas le choix de ses problèmes. L'existence les a choisis pour elle, et sa tâche est de bander toutes ses forces pour répondre à l'appel. C'est déjà l'obéissance à la nécessité, à ce qu'elle nommera plus tard l'impersonnelle providence. Les problèmes de la pensée sont pour elle des problèmes de vie. C'est d'un pareil élan, résolu, mais qui peut-être l'a conduite à briser une part de son être, qu'elle a promis dès l'âge de 16 ans la pureté absolue qui va la confirmer dans le célibat, qu'elle a lutté pour la justice sociale au risque de sacrifier sa carrière universitaire ou qu'elle a rejoint le combat de la France libre en 1942. Sans davantage choisir, elle se sent tenue d'exprimer le message de l'Iliade ou des tragiques grecs, d'aborder l'analyse de l'oppression ouvrière, d'enseigner la connaissance surnaturelle, et de confesser Jésus le Christ. Il est cependant une différence entre le témoignage de l'action et celui de l'écrivain. L'urgence de l'action impose un engagement immédiat et bien visible. Très tôt, les inspecteurs généraux ont su que les brimades administratives, elles furent au demeurant mesurées, on peut en savoir gré à l'université, et Mademoiselle Veil n'était pas un fonctionnaire très maniable, ne fléchirait point son activité de militante aux côtés des ouvriers. Sa participation à la guerre d'Espagne dans les rangs des gouvernementaux fut vite connue, et lors du Front populaire, elle connut même les équivoques de la célébrité dans les colonnes des journaux de gauche. La rançon de ces témoignages publics est l'erreur possible sur les véritables mobiles. Aujourd'hui encore certains l'accusent d'exhibitionnisme ou d'esprit partisan, alors qu'elle prenait parti certes, à un niveau beaucoup plus élevé que celui des succès partisans. Ne devait-elle pas demander dans un de ses derniers écrits la suppression de tous les partis politiques, Le témoignage de l'écrivain au contraire est demeuré pour l'essentiel secret jusqu'à sa mort. Elle avait achevé en 1934. Elle n'a jamais publié son mémoire Oppression et liberté qu'elle tenait pourtant dans une lettre de 1940 pour un de ses travaux essentiels. Quant à Dieu, qu'elle n'avait pas voulu chercher mais seulement attendre et qu'il avait trouvé dès 1937. Quant à ce Jésus qui vint la prendre un jour d'hiver peut-être dès décembre 1938, elle lui rendit témoignage dans la solitude, priant, méditant, écrivant, mais jamais de son vivant elle ne rendit publique sa profession de foi. Elle ne refusait pourtant pas de communiquer, puisqu'elle fit paraître dans diverses revues ses réflexions, par exemple sur l'Iliade ou le poème de la force ou les origines de l'hitlérisme. Il convient donc de se demander pourquoi elle cachait son trésor dans la solitude. Certes, la conscience qu'elle pouvait avoir de l'inachèvement de sa réflexion, et les circonstances de la guerre sont une explication, mais elle n'est pas suffisante. C'est la vérité elle-même qui somme Simone Veil de prendre parti, et de se refuser à s'enrôler dans aucun parti. L'action exigeait sans doute qu'elle s'engageât, et même qu'elle se compromît, mais la pensée répugne à être enrôlée, à se faire croiseur ou sous-marin dans la petite bataille navale des idéologies d'eux. Voilà pourquoi Simone Veil n'a pas publié Oppression et liberté, qui eut certainement soulevé autant de bruit en 1934 que fit L'homme révolté de Camus 20 ans plus tard, et autant de vaines polémiques. Simone Veil ne défend aucune orthodoxie, elle ne combat ni pour ni contre aucune église, mais pour la vérité dont elle ne juge, comme nous verrons, aucune collectivité dépositaire. Elle refuse également l'infaillibilité que le philosophe s'arroge, dès qu'il édifie et défend un système. Qu'aurait fait Simone Veil de ses notes si elle avait survécu aux années de guerre? Elle a donné l'enracinement au bureau du Comité de la France libre, auquel elle reconnaissait une magistrature morale. C'était commencer à exposer sa pensée, mais seulement peut-être participer à une action. Aurait-elle pensé trouver dans l'éphémère ferveur de la libération, dont elle a prédit la fragilité, les conditions nécessaires à une compréhension vraie de son message? Ce sont là des questions sans objet, mais il est sûr que ces livres à être posthumes, et ceux-ci pour une large part délibérément, sont établis, sans équivoque possible, dans leur authenticité. Eux aussi ont accepté la mort, et en ont triomphé. Nous pouvons maintenant revenir à notre question initiale. À quel genre littéraire appartient cette œuvre? Plus précisément, faut-il mettre la recherche de Simone Veil au compte de la philosophie ou l'en exclure?
L'en exclure, c'est, nous semble-t-il, être infidèle à l'intention de Simone Veil et déformer sa pensée, et c'est aussi limiter arbitrairement et par là altérer dans son essence et sa fin, la philosophie. Sans traiter la question au fond, nous ne pouvons éviter une petite controverse avec un philosophe qui entend lui aussi témoigner de la vérité, et ne pas placer la philosophie hors de la vie. Gabriel Marcel affirme donc sans hésiter: on fera inévitablement fausse route si on entreprend de classer Simone Veil parmi les philosophes. 3. Et de préciser: ne pourrait-on pas dire que c'est dans la mesure même où elle fut un témoin de l'absolu qu'elle fut d'une certaine manière vouée à demeurer en marge, je ne dis pas du tout en deçà d'une certaine cohérence intellectuelle? 4. Simone Veil dédaignerait cette cohérence, certainement précieuse aux yeux de Gabriel Marcel, car elle verrait, nous dit-il, dans la prise de possession d'un champ mental une entreprise égoïste pour capter la réalité et l'enfermer dans le discours. Cette vertu lui aurait paru un abus. 5. D'ailleurs, la quête d'une impossible intuition de l'absolu conduirait Simone Veil, dans sa présomption, à dépasser la conceptualisation qui seule est praticable, d'une expérience toujours relative. Nous ne conviendrons ni de l'incapacité de la philosophie à se faire à son plan, témoin de l'absolu, ni de sa capacité à étreindre suffisamment, c'est-à-dire absolument le relatif, ni de l'orgueil ou de l'excessive modestie de Simone Veil. Gabriel Marcel concède, il est vrai. Certes, je ne conteste pas que certains textes de Simone Veil, lorsqu'elle dogmatise sur les conditions d'une société libre, ne puissent pas faire illusion sur ce point. C'est-à-dire ne donnent au moins l'illusion de la cohérence. Mais on ne trouverait pas cette cohérence au niveau des premiers principes, au niveau des sources de la pensée et de la vie. Rien, nous l'accordons à Gabriel Marcel, n'est moins déductif que la démarche de Simone Veil. Elle refuse le noble jeu en usage chez nos philosophes. D'abord poser ou reconnaître des axiomes, ensuite plaider, argumenter jusqu'au CQFD final. Elle le refuse même en mathématiques, où elle préfère, dans une intuition élargie quoique toujours rigoureuse, marcher d'analogie en analogie. Mais elle ne refuse qu'une cohérence abstraite qui détacherait la pensée de la vie. Ce n'est pas la philosophie qui explique la vie, car elle ne la contient pas, c'est la vie qui, pour être fidèle à sa mission, doit se faire recherche rationnelle, sans cesser pour autant d'être un témoignage de l'éternel inséré dans le présent. Ces principes, Simone Veil n'a pas eu à les inventer, ni même à les établir. Elle ne les reçoit pas d'une expérience filtrée par des catégories, mais de l'existence brute et brutale qui la jette devant le monde et les hommes, devant la misère ou l'injustice, qui la jette aussi devant son propre regard, qui la jette devant Dieu, dans la honte ou dans l'amour. Elle est philosophe en cette saisie de l'existence par l'attention exclusive, on peut dire héroïque, à l'essentiel, qui la détourne d'une exploration narcissique d'elle-même. Ce que Victor-Henri de Bidour a appelé sa transparence, c'est cette ouverture au réel. La nature, la condition ouvrière ou paysanne, l'expérience religieuse, qui est tout le contraire ici d'un voyage à travers les seuls arcanes du moi, à la manière de Proust. La cohérence de la réalité qui troue les apparences, garantit la cohérence de la pensée, sans qu'il soit besoin d'aucun artifice. Que Simone Veil ait adéquatement rempli son programme, nous ne le prétendons pas. Mais elle est toujours restée fidèle à ce dessein, rendre perceptible en son discours l'ordre réel qui est divin. Ses procédés d'analyse, sa dialectique et sa rhétorique, ne sont qu'un moyen. Elle n'a jamais songé à philosopher pour philosopher, mais nous nous refusons à la ranger parmi ces auteurs spirituels, qu'on admire du dehors sans essayer d'y entrer, c'est-à-dire de les comprendre. Il faut penser pour vivre, philosopher pour vivre, comme on mange. Elle ne démontre que pour plus fortement exiger. Il s'agit bien du genre prophétique, comme chez Nietzsche. Mais pourquoi, d'être prophétique, son propos serait-il moins philosophique? Car c'est tout homme qu'elle appelle à se justifier et qu'elle accule, si l'on ose dire, à faire son salut. C'est la vérité, ce n'est pas sa personne qu'elle veut faire écouter. Qui ne parvient pas à s'en persuader ne pourra voir en elle, avec Célestin Bouglet, sous-directeur à l'école normale, qu'un mélange d'anarchiste et de calotine. Elle est tout le contraire, amie de l'ordre et rebelle à l'Église. C'est la raison qu'elle emploie à mettre à nu le surnaturel et à mettre en œuvre l'idée surnaturelle aussi, de la justice. Nous allons le constater en la suivant pas à pas sur le chemin. 2. L'inacceptable. Où trouver le point de départ de Simone Veil? Comme tous les grands,
Elle n'a pas de point de départ, elle s'exprime déjà tout entière dès le commencement et cependant développe sa pensée et se découvre elle-même peu à peu. Si, enracinée qu'elle soit en elle-même, elle parle d'abord en empruntant dans une certaine mesure les mots et les pensées d'autrui. Le Mémoire de 1934. Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale est bien l'œuvre d'une militante de révolution prolétarienne, et d'une intellectuelle, ancienne élève et disciple d'Alain. Simone Veil a trouvé ses influences non pas en suivant la mode du jour, la fantaisie ou le caprice, mais en obéissant à un devoir. Que peuvent faire, se demande-t-elle, ceux qui s'obstinent encore envers et contre tout, à respecter la dignité humaine en eux-mêmes et chez autrui. 6. Elle n'a donc pas choisi. Elle a trouvé devant le monde inacceptable les quelques hommes qui refusent de s'incliner devant le préjugé, l'argent, le nombre ou la force. Elle les rejoint, mais bientôt elle les précède, car la pensée rejette les clans et les orthodoxies. Marx non plus ne nous est pas aussi cher que la vérité. 7. Ce grand refus, cette contestation radicale de la société contemporaine, c'est aussi le refus du fascisme d'Adolf Hitler dont elle annonce dès 1932, avec une prescience confondante, le développement criminel et désastreux. 8. Car c'est l'oppression qu'elle dénonce, et non seulement l'exploitation. Le capitalisme occidental à la fois opprime et exploite. On peut cependant distinguer les deux notions. Si un financier est grugé par un associé sans scrupules, il est exploité mais il n'est pas opprimé. En revanche, Simone Veil reproche à l'État soviétique, dirigé alors par Joseph Staline, d'avoir supprimé sans doute le profit privé, l'exploitation de l'homme par l'homme, mais non pas l'oppression du travailleur dans l'entreprise où il demeure soumis à une bureaucratie despotique. Simone Veil, nous le montrerons dans un instant, n'est pas ici pamphlétaire ou polémiste. Mais se refusant à définir la liberté de façon abstraite, elle doit la situer vis-à-vis de ces forces très concrètes que sont le capitalisme bourgeois, le fascisme hitlérien et le régime soviétique. Avec le fascisme hitlérien, elle ne cherche pas à nouer un dialogue. Cela est exclu. À cette religion de la force, elle s'oppose absolument. Elle ne perd pas son temps à en chercher les motivations psychologiques, sinon pour expliquer comment ses initiateurs ont pu rallier de larges couches du peuple allemand. Devant un fou furieux, on ne va pas chercher le psychiatre, il faut d'abord se défendre, le fascisme hitlérien, il faut l'abattre. 9. Le capitalisme bourgeois n'est pas une idéologie. Il apporterait dans les affaires un souci d'efficacité et de responsabilité si les chefs ne se réfugiaient pas dans l'anonymat du pouvoir bureaucratique. Les milieux que l'on nomme dirigeants sont atteints par la même passivité que tous les autres, du fait que débordés comme ils sont par un océan de problèmes inextricables, ils ont depuis longtemps renoncé à diriger. 10. L'oppression de fait subie par le travailleur à l'usine marque l'échec humain du système, que ne saurait compenser le niveau de vie qu'obtient le salarié fût-il convenable. En effet, n'a pas conscience de gagner sa vie en faisant acte de producteur. Simplement l'entreprise l'a servi chaque jour durant de longues heures et lui octroie chaque semaine une somme d'argent qui lui donne le pouvoir magique de susciter en un instant des produits tout fabriqués, exactement comme font les riches. 11. Cependant, Simone Veil ne se refuse pas au dialogue avec le bourgeois conscient, lorsqu'elle l'a rencontré. 12. Le dialogue avec des représentants qualifiés du mouvement marxiste eût été fort instructif. Simone Veil ne s'y fut pas dérobée. Mais était-il facile à un communiste français par exemple d'admettre en 1934, ou même en 1955, quand fut publié Oppression et liberté, la condamnation sans appel de la bureaucratie soviétique, même à titre de thème à débattre dans la discussion? La philosophie sociale de l'enracinement, construite sur la notion d'ordre, ne semble-t-elle pas autoriser un marxiste à rejeter résolument Simone Veil du côté de la réaction? De fait, les marxistes, sauf erreur ou omission de ma part, s'enferment à son égard dans un silence vindicatif. Mais que pense Simone Veil de Karl Marx, qu'elle distingue toujours soigneusement de ses adeptes? Elle reconnaît que Marx lui a beaucoup apporté, car il a le premier saisi la racine de l'oppression ouvrière. Dans la fabrique, dit Marx, existe un mécanisme mort, indépendant des ouvriers et qui se les incorpore comme des rouages vivants. 13. Mais Marx reste malheureusement prisonnier de cette religion du progrès, qu'il partage avec les bourgeois conquérants de son époque, et qui lui permet d'établir un accord indispensable à sa tranquillité morale entre ses aspirations idéalistes et sa conception matérialiste de l'histoire. 14. L'histoire n'a pas achevé d'établir ce qui est vivant et ce qui est mort,
dans l'œuvre du penseur et tribun socialiste, ni dans la pratique des hommes d'État qui se réclament de lui. Depuis la critique sévère de Staline par certains de ses héritiers, la confrontation constructive des marxistes avec le désaveu de bonne foi de Simone Veil n'est plus inimaginable, si l'heure, à ce qu'il semble, n'en est pas encore venue. En tout cas, le moins que chacun, de quelque opinion qu'il soit, doive accorder, c'est que Simone Veil a toujours lutté pour la justice sans accepter de consignes de quiconque. En matière politique ou morale, elle a cherché, nul ne prétend qu'elle ait trouvé, la vérité. Mais à ses analyses fermes et précises, et à ses raisons, on ne pourra répondre que par des raisons. Après cette critique d'une belle vigueur des idéologies ou des comportements responsables de l'oppression sociale, on demandera à Simone Veil quelles idées forces elle leur oppose. Or elle ne paraît pas disposée à défendre une idéologie concurrente, ou une pratique différente et définie. Elle fuit la facilité du naïf, il n'y a qu'à faire ceci ou faire cela. Le mal dont souffre la société est si profond qu'à peine peut-on espérer, non pas même agir, mais penser juste. Simone sait que ses amis syndicalistes la tiendront pour défaitiste. Mais comment refuser d'entendre la dure leçon des faits ? En Allemagne, le prolétariat le plus avancé, le mieux organisé du monde a non seulement été vaincu mais a capitulé sans résistance. Aucun signe n'annonce nulle part une victoire susceptible de compenser l'écrasement sans combat des ouvriers allemands. 15. Cette avant-garde courageuse, mais aveugle une fois emportée, elle voit toute une société se précipiter dans les bras des vainqueurs. Là où les opinions irraisonnées tiennent lieu d'idées, la force peut tout. Il est bien injuste de dire par exemple que le fascisme anéantit la pensée libre. En réalité, c'est l'absence de pensée libre qui rend possible d'imposer par la force des doctrines officielles entièrement dépourvues de signification. 16. L'inacceptable, c'est au fond l'absence de pensée libre, la trahison du courage requis par la lucidité. Si réussir paraît presque impossible, le plus grand malheur pour nous serait de périr à la fois impuissant à réussir et à comprendre. 17. Pour le style, voilà du Tacite, mais il subsiste une raison d'espérer encore, la présence surtout parmi les travailleurs d'âme honnête et libre. Tel est le lien qui attache l'action à la pensée. Une pensée que la passion égare ne peut commander qu'une action ignoble. Le succès de la force ne fonde aucune légitimité, la force ne peut rien contre la vérité. Mais Simone Veil sait aussi que celui qui caresse le rêve d'une société idéale sans s'attaquer à l'injustice présente, capitule devant l'oppresseur. Elle sait que le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.